Alors Florence, vous êtes docteur en sociologie, sociologue du travail. Je disais tout à l'heure que vous aviez travaillé sur le métier plutôt sous l'angle de l'identité, de la reconnaissance au travail et de l'engagement, qui est le cœur de votre ouvrage sur le désir de métier. J'aimerais peut-être au préalable si vous pouviez nous éclairer de votre fenêtre universitaire ce que l'on peut entendre par métier. De ma fenêtre à moi, il y avait de moins en moins de métiers, plutôt des fonctions, des missions, mais plus vraiment de métier en réalité. Alors, quelle est pour vous la définition d'un métier avant toute chose? Faut appuyer. On parle beaucoup de ce terme de métier qui est un terme d'usage courant et finalement on le confond bien souvent avec emploi, fonction, mission, secteur d'activité, vous voyez, c'est-à-dire on en parle un peu à toutes les sauces. Et au fond, voilà le travail que j'ai essayé de réaliser, c'était de comprendre un petit peu mieux pourquoi des gens se réclamaient d'un métier en me disant « moi, madame, j'ai un métier ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Alors même que parfois la dénomination de leur emploi ne présageait pas forcément, vous voyez, de l'épaisseur de ce qu'ils vivaient dans leur travail. Et lorsque les personnes se réfèrent à un métier, elles se réfèrent à trois choses. Elles se réfèrent d'abord à un savoir pratique, à une compétence, à l'exercice d'un art, vous voyez, en situation, avec des compétences qui y sont associées, qui ont été élaborées selon un processus assez itératif et assez long, et où la question de l'expérience fait partie de la modalité aussi d'apprentissage, en plus de tous les autres dispositifs de formation. Mais un métier, c'est pas juste détenir un savoir particulier, c'est aussi se reconnaître dans un métier, c'est-à-dire c'est une manière de s'identifier, de dire quelque chose de soi-même, de ce que l'on est au travers de l'activité que l'on exerce. Et évidemment, on comprend bien que c'est d'autant plus possible que à cette activité est associée la notion d'autonomie, c'est-à-dire qu'un travail avec une très très faible autonomie laisse moins de possibilités, vous voyez, d'engager quelque chose de soi et de réaliser quelque chose de soi dans l'activité. Donc c'est la deuxième facette, c'est une facette identitaire qui a ce versant à la fois individuel, je suis quelqu'un de métier, et qui renvoie là aussi à une autre dimension qui est plus collective. Je me reconnais dans un collectif où nous partageons ce même art, ce même exercice de l'art, ou en tout cas ce même métier, et donc ça réfère là aussi à un collectif d'appartenance avec lequel on va partager un idéal autour du métier, des valeurs, des principes, une manière de concevoir l'activité. Et la troisième dimension, c'est celle des règles qui organisent les relations à l'intérieur du métier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on se donne comme règles pour fonctionner, pour garantir qu'il y ait une qualité du travail qui soit là, pour former des jeunes à devenir aussi, à embrasser le métier, et puis des règles qui organisent aussi les relations entre les gens de ce métier et les autres groupes professionnels ou les autres institutions qui vont reconnaître institutionnellement ce métier comme étant détenteur, vous voyez, d'une compétence spécifique sur un périmètre donné. Donc, ce qui me semblait important dans ce travail, c'était de pouvoir redonner l'épaisseur, vous voyez, et la consistance à la fois de la vie au travail qui est revendiquée à travers cette dénomination-là, et du coup de réserver, vous voyez, cette terminologie à ces types d'expériences, à cette dynamique sociale particulière, et éviter du coup ces confusions entre, vous voyez, notamment emploi et métier, puisque du coup on ne sait plus bien de quoi on parle. Voilà. Alors du coup, je vais essayer de rentrer dans le sujet qui nous était proposé sur comment rendre attractif des métiers en tension. Et là, vous allez le voir tout de suite qu'effectivement, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de métier ou d'emploi? Il me semble qu'on parle surtout d'emploi. Voilà, hein, c'est-à-dire que
petit premier préambule, c'est que finalement cette question, elle émerge sous l'angle d'un paradoxe étonnant d'ailleurs, dans un contexte où il y a quand même du chômage élevé, un taux de chômage relativement élevé et surtout très chronique depuis plusieurs décennies, il y aurait des gisements d'emplois non pourvus, où la main invisible du marché n'aurait pas fait, voyez, son action absolument magique de rapprochement, voyez, entre des offres et des demandes d'emploi. Et de ce fait-là, c'est toujours intéressant de revenir sur ce paradoxe. Voilà. Parce que finalement, ça suffit pas. Et il y a des mains invisibles, mais des mains aussi visibles. Hein, on le voit bien à travers les exemples qui ont été présentés, d'efforts, voyez, pour essayer de faire connaître certaines branches d'activité, certains emplois, pour donner envie à certains de s'y engager, mais manifestement, vous voyez, il y a encore de quoi faire puisqu'il y a toujours cet écart et d'où la question de ces gisements d'emploi qui sont en question. Alors les hypothèses qui seraient mobilisées le plus souvent, c'est qu'il y aurait une mauvaise image attachée à certains métiers, du fait d'une certaine pénibilité au travail, de conditions de travail difficiles, de rémunération peu élevée. Alors on en a tous voilà, des exemples et c'est pas forcément dans les métiers les plus rêvés à l'époque du lycée et du collège, mais plutôt ceux de la maternelle, des métiers plus manuels. Et là du coup ce serait un peu la faute aux entreprises, voyez, qui du coup voilà, ne proposeraient des emplois de mauvaise qualité qui seraient peu attractifs pour des salariés, ou alors il n'y aurait pas de formation qualifiante, voyez, donc ce serait du côté de l'appareil de formation qu'il faudrait rejeter la faute. Il y aurait du coup une absence de formation alors même qu'il y a des emplois à pourvoir. Ou alors il n'y aurait pas assez de personnes formées par rapport aux besoins et là, alors là, ce serait plutôt sur la question des professionnels de l'orientation, du recrutement, vous voyez, qu'il y aurait voilà, à jeter la pierre et sans oublier de jeter la pierre, bien sûr, aux jeunes dont on n'arrête pas de dire qu'ils ne veulent plus travailler, qu'ils ne savent pas travailler, qu'ils refusent toutes les règles, alors même qu'on leur ferme aisément les portes, vous voyez, de notre société du travail. Bref, dans une vision très globale, finalement, pour essayer d'instruire la question, on a vite fait d'essayer de trouver, vous voyez, des coupables pour essayer du coup de se soulager, de trouver enfin une explication un peu simple à un problème complexe. Alors moi, je vais essayer au contraire de vous proposer des plongées vers un peu plus de complexe, parce qu'il me semble que c'est au niveau des pratiques, au niveau du local, que non seulement on peut mieux comprendre les différents registres qui s'invitent dans cette affaire-là, mais que se trouvent aussi des pratiques inventives, innovantes, là aussi, pour pouvoir s'en saisir. Alors j'avais envie de vous parler de deux petites anecdotes avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, qui sont liées en fait voilà, à des expériences de terrain que j'ai pu faire. Alors un premier est lié au métier d'aide à domicile, mais alors c'est tiré d'une enquête dans une ADMR et qui montre en fait un vécu très différent de la question du travail de ces emplois-là selon les profils. C'est-à-dire qu'au fond, la question où l'on dit il y a un gisement d'emploi très important, mais ce n'est pas forcément des métiers extrêmement attractif a priori, eh bien, c'est vécu de manière très différente selon les personnes. Certaines vont vivre un rapport au travail sous le mode d'une fierté de ce qu'elles font, d'une satisfaction à faire ce travail, là où d'autres vont le vivre comme un pis-aller, voyez, voilà, un emploi par défaut. Et donc, il est intéressant de s'intéresser là aussi un peu au mobile qui amène des personnes à exercer ce type d'emploi. Dans cette enquête-là, il s'avère qu'il y a des événements en fait personnels qui amènent ces personnes à avoir été confrontées à la question de la maladie, de la dépendance, d'accidents de la vie, et qui les amènent à embrasser ce travail-là, et avec des niveaux là aussi de qualification très très variables.
quelques enseignements que l'on peut tirer. Alors pour des personnes par exemple plus âgées qui sont rentrées finalement dans ce secteur d'activité, peu diplômées à la suite là aussi d'événements personnels, de veuvage, de chômage, de divorce et qui avaient besoin absolument de travailler. Donc la question, c'est celle de la précarité et c'est celle de comment tenir le coup dans la durée, dans des emplois qui les sollicitent très, très fortement. Et on voit bien que la question de la sécurisation du parcours et du travail autour, là aussi, de la possibilité d'augmenter leurs revenus en ayant plus d'activités permet finalement d'apporter une certaine satisfaction au travail. Pour les plus jeunes qui sont plus diplômés, qui parfois, dès leur formation initiale, choisissent de travailler dans ce secteur, et on voit bien que l'horizon, c'est pas finalement le travail à domicile, mais c'est plutôt devenir salarié d'une institution comme un EHPAD, et que de ce fait-là, la satisfaction du travail va être liée au fait de se construire une expérience qui pourra être mobilisable, vous voyez, dans un autre rapport. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, dans ce cas de figure, c'est qu'on voit bien qu'on est sur un métier qui comporte en fait des risques, à la fois physiques, parce que c'est un travail avec beaucoup de manipulation, des risques psychologiques dans la relation avec les personnes, les bénéficiaires, mais aussi leur entourage qui peuvent faire pression, voilà, il peut y avoir des formes d'agressivité à certains moments, c'est pas que des relations de confiance et douce, et puis aussi des risques juridiques, c'est-à-dire qu'elles sont amenées à faire des actes interdits du genre, voilà, préparer le pilulier, changer la poche urinaire, faut pas le faire, mais bon, il faut le faire parce que de toute façon, il n'y a personne d'autre qui vient à ce moment-là, et qu'il faut bien se débrouiller avec la situation comme elle se présente aujourd'hui. Et finalement, en face de ces risques, eh bien, il y a une difficulté à délimiter ce qui va être de l'ordre du travail ou du travail d'autres intervenants, des amplitudes horaires extrêmement élevées, du matériel et des lieux qui peuvent être très inadéquats, vous voyez, pour exercer l'activité, et une précarité de l'emploi. Et ce qui fait tenir, ce que nous racontent ces personnes, c'est la construction d'une relation de service. C'est-à-dire quand, à un moment donné, il y a l'espace possible de faire de toutes les prestations, de tous les supports, finalement, qui sont proposés aux bénéficiaires, des supports d'une relation et non pas des prestations techniques. Voyez, le nursing, c'est une prestation technique, mais si c'est inscrit ou réinscrit dans une relation d'aide, ça prend un autre sens. Alors, évidemment, dans le cas de cette ADMR, l'accent est mis sur essayer de penser plutôt ces emplois comme des métiers de relation et non pas comme des emplois de prestation. Et il me semble que, par exemple, un des enjeux dans ces métiers en tension, si l'on rabat tout ce métier sur la prestation technique, c'est-à-dire en le dévitalisant de la relation, alors effectivement, ils sont de moins en moins attractifs et la question des risques associés au métier prend vraiment le dessus par rapport à de faibles compensations qui sont proposées aux personnes. Alors là, vous me direz, on était dans un secteur qui est finalement, voilà, dont on sait qu'il y a des tensions sur l'emploi. Prenons un autre secteur. Là, j'ai encadré un mémoire sur la formation des conducteurs de train à la SNCF, donc institution s'il en est. On rentre à la SNCF, vous voyez, petit, on en sort, je dirais, retraité. Il y a des conducteurs de train, non seulement ça fait rêver les petits, mais en plus, il y a de l'emploi. Il y a une formation qui est associée, il y a des perspectives d'évolution, bref, que demande, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'étude d'une formation montre qu'il y a à peine une personne sur deux qui suit la formation qui est prévue en interne, qui arrive au bout de la formation. C'est-à-dire que du coup, c'est quand même assez beaucoup de moyens, vous voyez, investis, avec des résultats qui sont quand même assez médiocres et qui font qu'il y a aujourd'hui un manque de conducteurs de train. Rassurez-vous, vous pouvez quand même prendre le train, voilà, il y a des conducteurs quand même à l'intérieur. Alors évidemment, dans l'institution, on accuse les recruteurs
qui n'ont pas bien recruté, vous voyez, c'est pas les bons candidats, et les jeunes qui ne veulent plus, vous voyez, accepter aucune contrainte, qui n'acceptent pas la formation. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, on reste toujours avec notre taux à, vous voyez, moins de 1 sur 2 qui réussit à formation, et on ne va pas changer, voilà, les jeunes pour autant. Et donc l'idée, c'était de prendre un autre pas de côté et de se dire, on va essayer de regarder plutôt ce qui se joue dans le dispositif de formation. Pourquoi finalement il y a cette perte en ligne à ce point-là? Et alors ce qui est intéressant, c'est que l'on voit qu'évidemment le système de formation, en gros, c'est très court, il est relativement inadapté. C'est-à-dire qu'on reste sur des savoirs assez académiques, vous voyez, la réglementation, très modulaire. Là aussi, on a découpé le métier, on l'a émietté en plein de petits modules qu'on évalue séparément, plein de cours magistraux, et peu de temps finalement d'intégration de tous ces savoirs en situation. Donc effectivement, on voit bien qu'une partie, et là il y a une grosse partie des candidats qui n'arrivent pas au bout. Alors, pour les plus jeunes, c'est parce que finalement cette dimension très scolaire est absolument insupportable. Pour les plus âgés, les plus de 35 ans, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça vient rejouer ce qui s'est joué pour eux à l'école, c'est-à-dire l'échec. Et il n'y a guère que pour la tranche des, on va dire, 25-30 ans, qu'il y a un peu plus d'obtention finalement de la formation, parce que eux, ils sont dans la situation, ils se disent, moi j'ai besoin d'un emploi. Voilà. Donc du coup, il faut passer par la formation scolaire, je me la prends comme telle, même si je ne la trouve pas très intéressante, j'en accepte les conditions. Deuxième enseignement, eh bien les formateurs, eh bien c'est l'infirmerie. Vous voyez, dans toutes les institutions, il y a des services qui sont un peu les services pour les personnes dont on ne sait pas bien quoi faire. Eh bien la formation est un des secteurs où, quand on ne peut plus être conducteur de train parce que on ne peut plus supporter les amplitudes horaires, voyez, les contraintes du métier, eh bien on vous propose gentiment, voire on vous colle, voyez, gentiment dans une case, vous allez former des conducteurs, avec l'idée que comme vous êtes du métier, eh bien c'est inné, vous allez pouvoir transmettre bien sûr les savoirs de votre métier de manière mécanique, il n'y a aucun problème. Ils ont royalement 5 jours de formation à la Ségos, voyez, pour devenir formateur, ce qui me paraît voilà, largement suffisant, vous voyez. Et donc en fait, non seulement on n'arrive pas à en recruter, ceux qui sont là, ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas formés, ils n'ont pas d'espace pour échanger. Bref, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. Donc ils font finalement avec les modalités les plus pratiques pour eux-mêmes, c'est-à-dire c'est le cours magistral, parce que finalement c'est ce qui est le plus simple. Alors, on voit bien, il y a aussi d'autres choses, hein, mais pour raccourcir le propos, on voit bien que, vous voyez, par exemple, en regardant ce qui se passe du côté du dispositif de formation, on a des pistes pour essayer de peut-être penser la formation autrement. Et d'ailleurs, il y a des initiatives qui avaient été prises, expérimentales, hein, parce qu'il ne faudrait quand même pas non plus élargir tout de suite les bonnes pratiques, mais qui ont montré qu'il y avait des taux justement d'obtention de la formation bien plus élevés, jusqu'à 2/3, voire 70%, vous voyez, parce qu'à un moment donné, on pensait la formation, l'intégration et la socialisation de ces personnes d'une manière différente. Dernier petit exemple, toujours dans les trains, il se trouve que j'étais il y a quelques jours avec des personnes qui s'occupent donc des contrôleurs de train, et c'est dans un autre pays, c'est pas en France, mais c'est le même problème, ils ont du mal à recruter. Pourtant, ils leur offrent des ponts d'or, ils les forment, enfin, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, il y a le CDI à la clé, ils ont plein de congés, enfin, franchement, voilà, on peut se poser la question. Et au fond, ce qu'on comprend, c'est que c'est des métiers qui demandent, qui marchent, qui fonctionnent 24 heures sur 24, enfin quasi, enfin de 3 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin, donc on peut dire quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, avec du coup des prises de congés. Oui, vous avez beaucoup de congés, mais vous ne pouvez pas les prendre quand vous voulez. Donc voilà, et qu'il y a par exemple une variable qui me semble pouvoir être transférable dans d'autres métiers, qui est la variable de l'équilibre de vie, de la conciliation des différentes dimensions de la vie, qui est un impensé, on va dire, dans les organisations, et qui se rejoue de manière peut-être assez forte aujourd'hui, là aussi, sur ce qui va faire des motifs de satisfaction ou d'insatisfaction, de rester ou pas, vous voyez, dans un métier. Alors, j'ai fait beaucoup de digressions, donc je vais aller beaucoup plus vite
5 minutes. Oh bah écoutez, alors on va être radical. Moi, il me semblait peut-être intéressant de vous rappeler qu'il y a des images aussi qui sont des représentations sociales qui sont attachées au monde de l'entreprise et du travail, qui ne sont pas très favorables aujourd'hui. Voilà, et qui pèsent aussi sur cette question-là. Alors, on est passé d'une représentation de l'entreprise comme étant un bel objet merveilleux dans les années 80. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient déjà nés, il y avait une forme de réenchantement, l'entreprise comme lieu de construction de société, gisement non seulement d'emploi, mais aussi d'innovation. Il fallait mobiliser des ressources humaines qui deviendraient des facteurs de compétitivité. Voilà, faut se rappeler quand même des termes. Et finalement, il fallait libérer les capacités créatives, de participation, d'autonomie, d'auto-organisation. Et effectivement, ces années-là ont été des années de grandes expérimentations, puisqu'il fallait sortir finalement du modèle taylorien bureaucratique qui semblait un petit peu étouffant, pour aller vers des formes peut-être plus flexibles et plus respectueuse, on va dire, des capacités d'autonomie et de participation des salariés. Et du coup, à cette occasion-là, il y a une sorte d'utopie motrice d'une plus grande démocratie sociale dans l'entreprise, d'une meilleure articulation entre développement économique et social, qui ont donné lieu à plein d'innovations qui sont d'ailleurs assez fortement banalisées. Ceci étant, depuis, à l'idée de inventons des nouveaux systèmes d'organisation a succédé la valse du changement permanent, voire le vertige total en matière de changement, à tel point qu'on ne sait plus tellement quel est le sens, vous voyez, des organisations aujourd'hui. À l'idée de développer les ressources humaines qui sont en interne, on est arrivé sur des normes extrêmement draconiennes, à la fois d'individualisation et de stigmatisation des populations, à force de vouloir réorganiser les entreprises. Voilà, alors on est dans des formes, vous voyez, un peu compliquées, qui fait que l'image que l'on a de l'entreprise, ce n'est plus cette image, vous voyez, d'un lieu d'épanouissement, de construction de société, mais où l'on revient parfois à ce qui avait été évoqué dans certains, dans certains ouvrages dès les années 50 ou 60, c'est la tôle, quoi. C'est-à-dire, vous voyez, c'est pas forcément l'univers rêvé d'épanouissement, de réalisation, de coopération, mais c'est aussi un lieu où on peut souffrir, où on peut voire même y perdre sa santé, voire la vie. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'on a une image qui est très dégradée du monde de l'entreprise. Et par ailleurs, il y a ce qu'on vit particulièrement dans notre pays, c'est l'espèce de passion du travail. On l'a vu aussi tout à l'heure dans l'enquête, c'est-à-dire on demande au travail à la fois de nous procurer un emploi, une rémunération décente qui nous permet de vivre, mais aussi un épanouissement, une réalisation, créer du lien social, d'être finalement un opérateur qui nous donne une place dans la société et qui nous construit nous-mêmes et dans les liens avec les autres. Ce qui n'est pas faux, et ce qui est évidemment extrêmement important, mais en fait, il y a des attentes extrêmement élevées à l'égard du travail, là où aujourd'hui, l'image du travail est aussi assez dégradée, c'est-à-dire que les enquêtes, alors là les médias et d'ailleurs dans ma profession l'image qui est aussi véhiculée sur le monde du travail est assez catastrophique, c'est-à-dire on parle du travail comme un lieu de souffrance, d'aliénation, d'exploitation, d'un travail empêché, vous voyez, c'est-à-dire qu'en plus les organisations s'arrangent pour arriver à empêcher le travail, vous voyez, c'est quand même très très fort. Tout le travail invisible finalement est dénié, là aussi il n'est pas reconnu, donc vient alimenter des plaintes de reconnaissance extrêmement fort, et le travail devient une espèce de réponse à des injonctions paradoxales qui font du travail en fait une épreuve à vivre au jour le jour. Alors, ce n'est pas que ça, je voulais pas terminer quand même là-dessus, je voulais quand même resituer, vous voyez, cette période un peu particulière que nous vivons, parce que effectivement,
on est dans une situation où on vit une crise en fait de la représentation, me semble-t-il, du travail et de l'entreprise qui n'assure plus les mêmes fonctions que par le passé d'intégration, de socialisation et de régulation sociale, et que peut-être qu'il faudrait aller regarder d'un peu plus près, et si je peux encore prendre juste quelques minutes, au-delà voilà, de cette image, vous voyez, un petit peu globale, peut-être qu'il faut aller regarder d'un peu plus près qu'est-ce que sont ces métiers en tension, dans quel contexte productif. Je prendrai deux exemples, un exemple dans les univers tayloriens, soyons clairs, qui sont en plein développement. Le taylorisme n'est pas mort, il est même il se porte très bien, et notamment aussi dans les services, et que finalement les mêmes causes produisant les mêmes effets, aujourd'hui les emplois en tension qui sont dans ces perspectives-là, donc où finalement il y a une pression sur les rémunérations, les conditions de travail, eh bien ça passe par réhumaniser le travail, vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser que ces métiers seront attractifs si à l'intérieur des entreprises on ne repense pas non plus ce qui se joue entre le salarié, l'organisation, qu'est-ce qui va être proposé, vous voyez, comme type de vie au travail, autour notamment de ces conditions de travail, où il y a d'ailleurs des actions possibles. Je connais dans des secteurs qui sont très difficiles, pour autant des actions extrêmement intéressantes, par exemple sur la modularité des horaires. Voyez, pour par exemple faire correspondre quelque chose de tout bête, faire correspondre des horaires de travail, des horaires de transport collectif, voyez. Eh ben, ça peut changer la vie. Vous voyez, ça peut changer votre vie au travail si vous avez finalement le train que vous pouvez prendre. Dans d'autres métiers, on a moins ce cas de figure. Il y a des entreprises où il y a des qualités de vie au travail, des perspectives, vous voyez, de construction de société à l'intérieur des entreprises à travers des formes d'intégration durable, des pactes très aussi tacites mais très forts sur l'emploi qui reste important, des possibilités de professionnalisation aussi, et ces univers-là, on en parle malheureusement, voilà, un petit peu moins. Donc, moi, il me semble qu'il y aurait un grand bénéfice à resituer ce que sont ces métiers en tension dans des contextes productifs particuliers pour repenser, vous voyez, ce qui est l'idée d'un équilibre contribution-rétribution qui en fait ne peut que se décliner de manière subtile et en fonction des situations, et qui ne peut pas se prétendre être rassemblé, vous voyez, dans une espèce de formule magique. Et puis il y a, pour terminer, peut-être à penser la question aussi du rapport au travail, dont en fait, dont vous montrez à travers les exemples. C'était intéressant là, la vidéo sur l'animateur, parce que qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient dire à la fois de ce qu'il y a trouvé comme intérêt à transmettre, mais aussi de pouvoir dire le milieu, le contexte dans lequel on exerce. Il y a des supports en fait qui sont aujourd'hui très largement, comment dire, qui sont très peu mobilisés ou dont on ne parle pas, qui sont les collectifs de travail. Et ça, le collectif de travail, en fonction de la manière dont le collectif de travail va pouvoir intégrer, va pouvoir être source de liens, de coopération, d'entraide, ou au contraire de harcèlement, de stigmatisation, ça change tout à votre vie au travail. Et qu'aujourd'hui, ces collectifs sont un peu des impensés, on les a un peu chassés dans l'organisation parce que ça prend du temps, vous voyez, tous ces temps de convivialité, là on ne sait pas à quoi ça sert, mais c'est aussi dans tous ces rituels de convivialité, dans tous ces temps collectifs, que s'inventent finalement là aussi des modalités très pratiques pour tenir le coup dans les emplois, des collectifs de soutien qui me semblent être une piste à travailler avec les entreprises en même temps que de pouvoir penser les conditions d'emploi. Le deuxième support, me semble-t-il, c'est celui du territoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser isolément la question des emplois sous tension si l'on ne met pas en circularité l'ensemble des acteurs concernés. Et d'ailleurs, il semble que c'est ce qui se passe chez vous, donc ça c'est plutôt formidable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'affaire, ça doit être un bien commun, cette question
d'un travail qui puisse être proposé dans différents types de secteurs et qu'à un moment donné, c'est des opportunités de rencontres, de co-construction de mécanismes à la fois qui vont toucher à la formation, à l'orientation, aux conditions aussi de recrutement, de rétribution et d'accompagnement aussi de ces salariés dans les entreprises, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui ne peut pas s'arrêter uniquement à l'accès à l'emploi en tant que tel, vous voyez, mais qui aussi peut peut-être se prolonger dans justement l'insertion dans ces questions d'emploi. Voilà, je m'en arrêterai là, je vous remercie. Merci à vous. Alors, on aura un espace d'échange possible, le temps d'une demi-heure. Moi, j'aurais aimé que vous puissiez nous indiquer notamment si, au-delà des affichages, des dynamiques de responsabilité sociale, de qualité de vie au travail, peuvent être des idées pour un certain nombre de secteurs d'entreprise d'aller dans le sens de l'attirance de leur propre environnement. Il y a des exemples assez connus dans l'Ouest américain avec un certain nombre d'effets pervers malgré tout. J'aurais bien aimé votre regard sur le sujet, alors peut-être sur le temps de l'échange tout à l'heure, et d'arriver peut-être à voir aussi quel est le pouvoir d'action de l'individu là-dedans. Quelle place peut-il prendre sur ces sujets-là? Alors, vous avez évoqué le rapport de l'usager au travail, son regard sur le travail. André va nous évoquer plutôt le positionnement du conseiller. Et alors la question du conseiller, du professionnel et de l'usager malgré tout, comment rendre attractifs les métiers en tension? Est-ce que pour toi, André, c'est une question qui peut se poser comme telle? Vous êtes admirable. Donc, je suis le dernier en fait, donc il faut que je respecte mon temps de parole et essayer de mobiliser la salle sur cette question-là. Alors je déteste la formulation de la question déjà. Comment rendre attractifs les métiers en tension? Je ne sais pas trop ce que c'est en tension et pour qui. Attractif, ça fait toujours relooking, promotion des ventes, packaging, et déjà là-dessus, j'étais un petit peu en difficulté dans la préparation. Voilà, je plaisante, c'est pour mobiliser votre attention. Ce qui veut dire que ce que je vais essayer de déployer, c'est l'idée que, d'une certaine façon, effectivement, il y a des faits objectifs, il y a des secteurs qui aujourd'hui sont pas pris d'assaut, je vais le dire comme ça, et qui sont moins attractifs que d'autres, et on voit bien que ça évolue peu sur l'histoire. Hein, quand on fait les hit parades de la fonction rêvée depuis le début du siècle, pratiquement, enfin, et même le XXe siècle, on voit bien que les représentations sociales, la stéréotypie a peu évolué, et qu'au fond, il y a des secteurs qui ne seront jamais nommés. Hein, si je reprends l'étude LOR que vous avez présentée, on voit bien quand on regarde les rêves de métiers qui sont déjà qualifiés et déterminés socialement dans un espèce d'imaginaire, en fait, hein, voilà, qui correspond de moins en moins à la réalité du monde du travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même un élément observable. Donc, si c'est un élément observable, est-ce qu'au fond, la question telle qu'elle est posée est bien posée? Et je vais essayer de voir avec vous un petit peu quels seraient les éléments de causalité qui pourraient expliquer tous ces paramètres-là, hein. Notamment la tension très forte qu'on a eue l'an dernier sur la promulgation de ces chiffres sur les secteurs en tension. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand même que le président de la République a nommé cet élément comme un élément de politique publique, au sens où il nous avons la responsabilité citoyenne pour que les gisements d'emploi soient pourvus par des personnes qui le recherchent. Donc on voit bien que la question de l'efficience et la manière dont elle est posée politiquement, ça nous interroge à la fois en termes de professionnels, en termes citoyens, mais tout simplement en termes d'usagers, sur le fait qu'au fond, le seul enjeu, c'est d'accéder à un emploi. Cet emploi de qualité, bon, on ne discute pas forcément, mais c'est un emploi. Ce qui veut dire que le seul critère qui va être central, c'est l'accès à un emploi dont on peut penser qu'il serait durable. Je vais essayer de développer l'idée qu'on pourrait formuler la question différemment et qu'on pourrait peut-être, à ce moment-là, trouver des leviers d'action pour nous, professionnels, et pour l'ensemble de la communauté et des citoyens sur cette question-là. Alors la première chose qui me frappe, c'est que il me semble que dans la question de rendre des métiers attractifs, on pose la question de l'accès.
avec une expérience importante sur ce sujet-là, on voit bien que la question, c'est pas forcément accéder, c'est aussi rester. Or, toutes les études sur les parcours professionnels nous montrent très bien qu'il y a des secteurs professionnels qui sont choisis non pas par désir, mais qui sont choisis par nécessité, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas y rencontrer quelque chose dans ces fonctions-là, mais que la question même de fonctions qui sont historiquement plutôt des fonctions de passage est quelque chose qu'il faut nommer. Ça veut dire qu'au fond, est-ce que l'enjeu collectif, c'est que les gens, finalement, choisissent ce qu'on leur propose, ou est-ce qu'au fond, on accepte qu'à un moment donné, les parcours professionnels naviguent dans des espaces de vie professionnelle dont les raisons sur lesquelles on va choisir sont chaque fois redéterminées et resituées. Et c'est un peu ce que je vais essayer de développer avec vous, c'est montrer qu'au fond, chaque fois que l'individu va faire des choix, il fait des arbitrages en situation, au regard du contexte et au regard des priorités qui sont les siennes. Ce qui veut dire que l'idée même de formuler une politique sociale autour de la simple idée qu'il faudrait rendre des secteurs professionnels attractifs me laisse pantois. Ça veut dire qu'au fond, si on ne définit pas les choses de manière plus profonde et dans leur complexité et des modalités d'intervention, on voit bien qu'on va faire de la promotion des activités de travail et qu'on va avoir des cabinets de communication qui vont rivaliser d'ingéniosité pour rendre de plus en plus séduisant des activités déqualifiées. Donc, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la situation de travail, et Laurence l'a fort bien dit, à un moment donné, elle renvoie aussi de est-ce que je peux vivre une vie professionnelle qui a de la valeur à mes propres yeux. Et si je définis la question de pourquoi je fais ce que je fais au regard de la valeur que moi, individu, j'ai envie de trouver, on voit bien que cette valeur-là n'est pas prédéterminable par l'individu au moment où il décide. Et c'est aussi un des points que je vais essayer de développer avec vous dans les quelques minutes qui me restent, sur l'idée qu'il nous faudra distinguer très clairement ce qui est de l'ordre de prédire de ce qui est de l'ordre des probabilités. Et toutes les approches sur lesquelles on va être aujourd'hui seront des approches probabilistes individuelles. Je vais décider, en fonction de la multiplicité des forces de l'environnement, la stratégie qui sera la plus adéquate au regard des ressources, des informations que j'ai à disposition. Ce qui veut dire que ça va déplacer clairement la responsabilité du professionnel, non pas sur la question de l'information, mais sur la question de la médiation des ressources et du fait que la personne puisse faire des choix de manière éclairée pour conduire sa vie au mieux. Et là, on est dans la définition d'une politique publique. C'est-à-dire comment je peux mettre en place les conditions et les ressources pour que les gens puissent faire des choix éclairés qui correspondent à l'attractivité des métiers ou à la nécessité éprouvée d'y accéder. Et juste parce que tu as cité des petites expériences, j'ai eu l'occasion il y a quelques années de faire un travail sur la question de l'attractivité des métiers du bâtiment. Alors je cite les métiers du bâtiment parce que ça a été une longue histoire. Qu'est-ce qui ferait que les jeunes, finalement, exerceraient ces métiers-là et y resteraient? Et je me rappelle que la première idée que j'ai eue, c'est quand même, si on demandait aux gens qui sont des jeunes, qui y restent, pourquoi ils restent? C'est une question un peu stupide, et les collègues me disaient, mais il faut surtout les inciter à ce qu'ils comprennent que c'est un beau métier. Je trouvais quand même que ça faisait un peu, là aussi, voilà, j'essaye de vendre mon produit, quoi, et je me suis dit quand même, il y a des gens qui ont des choses à nous dire. Si je reprends votre Tour de France, par exemple, que je trouve tout à fait intéressant sur l'idée, ça veut dire au fond, les gens qui y restent, ils ont des choses à nous dire. Pourquoi ils restent? Alors on leur a posé une question, pourquoi vous y êtes allés dans les métiers du bâtiment, et pourquoi vous y restez? Je vous laisse imaginer ce qu'ils ont pu nous raconter. Et je reverrai toujours ces jeunes-là discutant des métiers du bâtiment. En fait, ils ont très peu parlé des métiers du bâtiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé quasiment exclusivement du fait qu'ils y étaient allés parce que ça était accessible et ils y sont restés, non pas parce qu'ils y faisaient, mais parce que ça permettait. Donc l'activité de travail n'était pas uniquement une activité dans laquelle j'allais faire quelque chose qui a du sens, mais j'allais faire quelque chose qui me permettait de faire quelque chose, d'avoir une position sociale, d'avoir une identité, d'avoir un logement, d'avoir un crédit, etc. Et que d'isoler les processus de choix professionnels, des contextes de vie dans lesquels, et les urgences dans lesquelles les gens se situent, c'est faire une erreur méthodologique considérable. Les gens décident toujours en situation. Ce qui veut dire que si je tire mon petit fil des causalités des secteurs attractifs, ça veut dire qu'on a une conception des processus de décision purement rationnelle et objective, fondée sur l'idée que les processus seraient linéaires et chronologiques et qui seraient fondés sur des éléments qu'on peut déterminer pour l'autre.
première chose qu'on apprend en sociologie et en psychologie, c'est que la rationalité est nécessairement limitée, que les processus subjectifs jouent à plein, qu'on décide toujours en situation sur des éléments qui peuvent être totalement irrationnels. Je fais une petite analogie facile en fin d'après-midi, c'est de dire les agences matrimoniales ont évolué dans leur conception des choses. Dans un premier temps, elles avaient des ressources d'hommes et de femmes, et elles cherchaient à trouver des appariements possibles entre des stocks et d'autres stocks. Et aujourd'hui, elles vont faire des espaces de rencontres, puis des espaces de rencontres virtuels. C'est juste pour montrer que les questions de l'appariement qui ont construit les politiques publiques sur le champ de l'orientation sont aujourd'hui inadéquates et on les trouve inadéquates dans plein de champs professionnels. Ça veut dire qu'au fond, ça serait l'histoire du coup de foudre en fait. Hein. C'est l'histoire du prince charmant et d'autres maris en fait. C'est la différence entre la représentation critériée que j'ai de ce qui me conviendrait et la réalité subjective que je vais éprouver en situation. Ce qui veut dire que le processus de décision, il est toujours dans la confrontation aux situations. Ce qui veut dire que si on a une mission de service public centrale, c'est de faciliter la rencontre. Et on pourrait dire aujourd'hui que l'enjeu majeur dans le processus de connaissance de l'environnement professionnel, c'est finalement arriver à passer d'une logique d'incitation, d'argumentation sur qu'est-ce qui serait bon pour vous, à une logique plutôt de développer la curiosité, de faciliter la possibilité d'explorer l'environnement de manière multicritère. Et ce qui est fascinant dans les logiques de rendre attractifs les métiers en tension, c'est qu'au fond, on considère que le seul critère qui va jouer, donc on va faire des choix unicritères, c'est la possibilité d'emploi. Or, vous l'avez montré, c'est qu'à un moment donné, l'étude de faisabilité que je vais mener, animateur, ça peut me convenir. Je vais la faire sur des critères géographiques. Je vais la faire sur des critères de conciliation par rapport à ma propre vie. Ça veut dire que notre responsabilité, c'est d'introduire du multicritère, alors que l'analyse qui a été faite juste à présent est une analyse unicritère. Alors c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que ce qui va se jouer pour nous, c'est qu'on va introduire de la complexité dans des processus qui sont apparemment simples et linéaires. Il y a des gisements d'emploi, il y a des personnes rapprochées. Et ce processus mécaniste correspond absolument pas aux logiques réelles des stratégies individuelles. Donc ça, c'est vraiment un élément pour moi tout à fait central, c'est-à-dire que les contextes sont déterminants, les vies professionnelles sont plus chaotiques, et fondamentalement, les représentations professionnelles qui font que ça m'attire ou pas sont des constructions sociales. C'est des stéréotypes professionnels qu'on va faire évoluer tout au long de notre vie. Donc qu'est-ce qui ferait qu'à un moment donné, ce que je pense comme étant quelque chose qui me convient, fait que ça pourra me convenir. J'aime beaucoup l'exemple du travail social. En tant qu'éducateur spécialisé, tu peux parfaitement avoir une représentation de ce que c'est que le métier. Mais dans 3 institutions différentes, ce ne sera pas le même métier. C'est-à-dire que la nature du contexte dans lequel je vais être va faire en sorte que je suis accordé avec ma situation de travail ou désaccordé, qui peut n'avoir pas grand-chose à voir avec le contenu du travail. Ce qui veut dire que, et c'est en lien avec ce que dit Florent, c'est-à-dire un de nos enjeux aujourd'hui, c'est de remettre des éléments d'importance sur la question des contextes. Ce qui veut dire que, si j'essaye d'aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire comment je pourrais formuler la question différemment, et non pas uniquement comment rendre attractifs les métiers en tension. Du coup, moi j'aurais une formulation relativement simple, c'est-à-dire que faciliter le développement de la connaissance de l'ensemble des ressources d'emploi, et permettre aux gens d'être outillés dans l'investigation et dans l'exploration de tout ça. Ce qui veut dire que les mécanismes cognitifs sur lesquels on va jouer ne sont pas du tout des mécanismes de perception sélective. Pour les professionnels du conseil qui sont ici, quand tu as un jeune dans ton bureau qui a 17 ans, et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Le rêve professionnel, c'est qu'est-ce qui me plaît? Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein? C'est-à-dire qu'est-ce qui me plaît? Si on ne pose que la question de qu'est-ce qui me plaît, vous accédez directement aux stéréotypes sociaux construits et déterminés socialement. Donc, est-ce que notre responsabilité, c'est amplifier les processus de perception sélective? Dites-moi ce qui m'intéresse, c'est en gros aider les autres. Donc, je vais explorer à ce moment-là que ce qui correspond aux critères que j'ai déterminés a priori. Ou est-ce que je considère que ma responsabilité, c'est mettre en délibération les représentations sociales et donc du coup permettre à la personne de les interroger par l'expérience, mais aussi de regarder ailleurs. D'où l'intérêt de développer
à la fois des pratiques où je cherche quelque chose de précis et où aussi j'explore de manière ouverte ce qu'on appelle aujourd'hui la sérendipité. C'est-à-dire, au fond, faciliter l'accès à une démarche non sélective est le meilleur moyen d'explorer. Et donc aujourd'hui, je ferai un tour de France des métiers mal aimés. J'imaginerai des moyens de faire connaître des activités de travail non spontanément choisies par des modalités plus ludiques, sans être dans des logiques argumentatives ou marketing. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai permis aux gens de savoir que ça existe, j'ai considérablement modifié la représentation. Ce qui veut dire que, et je n'irai pas trop loin là-dessus, mais ça veut dire qu'on a un enjeu en termes de professionnels qui est tout à fait important, c'est-à-dire quels seraient les leviers d'intervention. Vous avez compris que je ne suis pas un fan du marketing et du packaging. Hein, c'est-à-dire, je trouve le clip remarquable. Pourquoi? Parce qu'il y a du rythme, c'est pas long, qu'il dit les choses essentielles, etc. Mais on voit bien que je vais déjà, que du coup, quand je suis déjà dans animateur, je ne suis pas dans report à la ville de Marseille. Je le dis exprès, c'est-à-dire que je connais les métiers de la plasturgie, par exemple. Vous avez un secteur où ça va quand même être dur à vendre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même les collègues communicants ont dû dire vous êtes sûr qu'on fait une vidéo? Et là, tu dis ah ouais, il faut rendre attractif un truc qu'on ne peut pas montrer, quoi. C'est comme quand j'étais jeune conseiller, on me disait on va leur faire visiter le lycée technique parce que la chaudronnerie c'est super. La chaudronnerie, les gens, c'est créatif, ils vont pouvoir faire des choses formidables, le faire forger, c'est un avenir, etc. Puis tu rentrais dans l'atelier chaudronnerie, il y avait le bruit et l'odeur. Et en fait, les collègues me disent, putain, c'est un boulot génial. Et le mec, j'essayais de lui expliquer quand même que le désir, c'est la promesse du plaisir quand même. Et quelque part, ça va, oui, je l'ai dit ça. Hein. Ça va être compliqué, quoi. Et il me disait, mais j'essaye de leur faire comprendre que c'est un métier formidable. Là, tout ce qu'ils ont vu, c'est l'atelier. Et l'atelier, quand même, à l'époque, hein, c'est vieux, hein, c'était dans les années 80, ils imaginaient un atelier chaudronnerie dans lequel les gens tapaient au marteau, etc. Boulot que j'estime tout à fait formidable. Encore une fois, c'est aucun jugement par rapport à ça, mais ça veut dire qu'on va brasser des représentations où, au fond, en voulant communiquer sur le contenu de l'activité, on oublie qu'on reste dans une activité de travail, non pas pour le contenu de l'activité, mais par le sentiment d'être en conciliation est accordé par rapport à la situation et l'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire que le poids des contextes aujourd'hui est de plus en plus fort. Donc ça veut dire que nos leviers d'intervention, c'est plus trop du marketing contenu qu'on va s'approcher, mais sur lesquels on va s'intéresser, mais on va s'intéresser à d'autres modalités de travail. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit toutes les deux, c'est-à-dire c'est l'idée qu'au fond, il faut passer d'une logique de marketing contenu au discours de la contribution du pair. En gros, la personne qui est capable de parler de l'activité de travail, c'est quand même la personne qui l'a fait et qui y vit. Ça veut dire que, et ça correspond au mécanisme de la recommandation aujourd'hui. On voit bien que quand on interroge les jeunes sur quand ils vont choisir un organisme de formation, ils vont plutôt aller sur les réseaux sociaux, ils vont pas aller forcément sur le site du national, ils vont pas forcément aller sur le site du CARIF, ils vont passer par d'autres biais. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des personnes qui leur donnent conseil sur tel type de formation, tel type de forum, etc. Ce qui veut dire que les pratiques de recommandation sont totalement intégrées aujourd'hui dans les pratiques sociales. Ce qui veut dire que si on veut faire connaître des activités de travail non spontanément choisies, vous avez vu comment j'ai dit, hein, non spontanément choisies, ça veut dire qu'il faut les faire connaître. Pour les faire connaître, les plus à même de les faire connaître, c'est effectivement les personnes qui l'exercent, qui y prennent du plaisir, qui trouvent de la valeur, etc. Donc, provoquer de la rencontre entre des professionnels qui aiment leur travail et d'autres personnes, c'est beaucoup plus intéressant que de vouloir promouvoir des métiers à tout prix pour que les gens s'y orientent. Et en termes de mission de politique publique, ça me paraît tout à fait intéressant. Ce qui veut dire qu'on doit imaginer, et je trouvais vraiment intéressant l'idée du Tour de France du bus, etc. Moi, j'ai travaillé avec des réseaux d'émissions locales sur la mise en place de web TV, etc., de plein de choses qui sont autour de la question de la contribution. C'est que l'idée, au fond, qu'à partir du moment où on met de la dynamique territoriale sur le fait que, par exemple, je vais aller explorer sur mon territoire, là où j'habite, là, à Pessac, là, hein, je prends 15 km, et je dis simplement où travaillent tous les jeunes. J'ai aucune contrainte sur les secteurs en tension ou pas. Je pose juste une question, est-ce que les jeunes travaillent et qu'est-ce qu'ils y font? Mettez des jeunes sur cette activité-là et vous allez voir à quel point ils vont découvrir des activités qu'ils ne connaissent pas et je vais susciter chez eux un besoin d'exploration qui n'est pas forcément un intérêt, un besoin d'exploration pour en savoir plus. Et il me semble qu'en termes de politique publique, c'est un enjeu. C'est faciliter la connaissance des environnements professionnels pour être à la fois en connaissance de ce qui est possible sur le territoire,
mais aussi au clair sur mes critères de décision, et vous l'avez compris, outillé dans les processus d'investigation. Ce qui veut dire qu'il nous faut de plus en plus, finalement, s'intéresser à la notion de compatibilité, ce qu'on appelle la conciliation, c'est-à-dire c'est l'idée même que je vais toujours choisir des choses qui sont compatibles avec ma situation, plutôt que l'idée monocritère du désirable. Et l'idée même d'organiser toutes les pratiques d'orientation autour de l'idée du désir, c'est que vous n'avez jamais eu d'adolescents qui font leurs vœux en seconde, en première et en terminale. Ça veut dire, et si je reprends l'étude, tu as du rêve et du désir jusqu'en sixième. Et en sixième, progressivement, tu vois apparaître quelque chose de tout à fait nouveau, c'est que les enjeux ne sont plus la question des métiers, mais les enjeux sont ceux de la formation. Et en fait, c'est beaucoup plus tard que la question de l'environnement professionnel se fasse poser. Et si je fais juste une analogie avec les stratégies de nos collègues québécois, ils vont dire notre enjeu en termes de responsabilité, c'est mettre en place des stratégies, ce qu'ils appellent orientantes. C'est considérer que la connaissance de l'environnement, des mesures, des dispositifs, fait partie des processus d'acculturation sur lesquels on doit travailler. Les données socio-économiques sur lesquelles vous travaillez, c'est normalement à la portée de tout le monde. C'est-à-dire normalement, c'est accessible pour tout le monde. Ce qui veut dire qu'on n'a aucune culture socio-économique du monde professionnel aujourd'hui en France. Donc ça veut dire aussi, et là encore c'est une logique de politique publique, c'est si on considère que notre responsabilité professionnelle et notre responsabilité de citoyen, c'est développer de l'équité sociale, c'est aller vers une société plus juste. Ça veut dire qu'à un moment donné, on considère que notre responsabilité, c'est mettre en place les ressources utilisables pour toutes les personnes pour conduire leur vie professionnelle au mieux, tout au long de la vie, si je reprends ce que vous avez dit. Ça veut dire qu'on a un enjeu à la fois sur la qualité des ressources qu'on va mettre en œuvre, mais ce que les chercheurs appellent leur appropriabilité. C'est-à-dire, est-ce que je me suis intéressé à ce que les ressources que je mets à disposition soient utilisables et perçues comme pertinentes. Donc la question méthodologique, finalement, de la manière dont on va parler de ces métiers, est au moins aussi importante que ces métiers. Et c'est là où il y a un enjeu central dans le SPRO, et était un grand débat avec l'ancien DIO, c'est-à-dire c'est la différence entre informer et faciliter l'appropriation. C'est-à-dire, dans un premier cas, je m'intéresse uniquement à l'accessibilité au contenu du message. Dans le deuxième, je m'intéresse à ce que toutes les personnes puissent, d'une façon ou d'une autre, non pas connaître les mondes professionnels, mais utiliser les ressources que je mets à leur disposition. Et pour terminer sur cette question-là, je pense que c'est une question d'équité sociale centrale. Ça renvoie à la définition d'Amartya Sen sur la question de la liberté individuelle. Et c'est la différence qu'il fait entre un droit formel et un droit effectif. Un droit formel, c'est dire à une personne qu'elle peut aller sur le site. Un droit effectif, c'est permettre à la personne de mettre en place les conditions pour qu'elle puisse non pas connaître ces informations, mais les utiliser dans sa stratégie individuelle. Et il me semble que l'enjeu d'un service public, c'est s'intéresser non pas à la qualité des ressources, mais bien à la qualité de la médiation et l'appropriabilité du dispositif sur lequel on peut travailler. Et il me semble que dans ce cas-là, le SPRO peut contribuer à une société plus juste. Merci beaucoup. Merci André. Alors on a quelques minutes ensemble pour échanger sur ces deux interventions. Avant de proposer une synthèse par notre collègue du CIBC Sud-Aquitaine, Marie-Hélène Doublet, qui interviendra pour synthétiser l'ensemble de ces éléments. Je reviens vers vous et je reviens sur ma question. Nous avons des questions du public sur les dynamiques de responsabilité sociale, les dynamiques de qualité de vie au travail. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont pour vous de bons moyens de redonner de l'espace à l'usager, à l'actif, et permettre à celui-ci de pouvoir se réapproprier le métier? Alors ces deux dispositifs, responsabilité sociale d'entreprise, qui renvoie du coup aux effets de l'entreprise sur son environnement, sur ses environnements, on va dire, et la question de la qualité de vie au travail qui s'intéresse du coup au travail, sont à la fois des formidables appels à considérer qu'il y a
qu'il y a une responsabilité qui est attachée au rôle de l'entreprise sur ce qu'elle vient, comment dire, prélever dans la société, c'est-à-dire des personnes à qui on demande à la société d'avoir été éduquées, formées à ses besoins et pour lesquelles elle va du coup générer aussi des effets qui peuvent être bénéfiques pour la société à travers les emplois créés, le sens créé au travail, mais aussi délétères à travers les phénomènes d'exclusion. Donc il est important de pouvoir rappeler qu'il y a une responsabilité de l'entreprise à cet endroit-là, c'est-à-dire à un niveau sociétal, tout comme il est important de reparler de vie à propos du travail. Voilà, où il y aurait une vie possible, vous voyez, et voire même une vie de qualité. Donc ça me semble être des appels, vous voyez, à réhabiliter ces notions-là. Et à la fois, ça peut être des formidables pièges à confisquer finalement ces notions en faisant des objets singuliers et d'expertise. Vous voyez, il y a aujourd'hui des responsables RSE ou des responsables QVT, c'est-à-dire qu'on ferait pas du tout de qualité de vie au travail, mais une fois par an avec le responsable QVT, vous voyez, on organiserait un événement et on ferait de la qualité de vie au travail, tout comme on pourrait faire tout l'inverse de comportement responsable, mais avoir une communication, et d'ailleurs parfois c'est ceux qui l'affichent le plus qui sont voilà, le plus sur ce marketing social-là, qui ont des comportements les plus irresponsables tout en se revendiquant une responsabilité sociale entreprise. Donc la question, c'est qu'à la fois, vous voyez, il faut voir de près comment ça se joue dans les entreprises. En tout cas, il me semble qu'on peut s'en saisir comme du coup voilà, des enjeux qui sont mis sur la table et par lesquels, eh bien, peut-être, ça peut permettre de réinterpeller et de réinterroger des pratiques sociales existantes. Mais là encore, je pense que les dispositifs ne sont jamais autoporteurs, ni de bonnes ni de mauvaises pratiques, ça dépend. Et pour je dirais, dans le réel, dans la vraie vie, il y a vraiment de tout. Il y a des univers où on ne parle pas de QVT, de RSE, et pour autant, on a des pratiques responsables et de qualité. Là où, dans d'autres situations, c'est l'inverse, on en parle beaucoup, mais au fond, il ne fait pas très bon vivre dans ces entreprises. Merci. Des questions ? Quelle est ta question ? André, ce que tu évoquais tout à l'heure, ça me faisait penser à une méthode qui est assez lointaine de ce que l'on peut vivre, nous, acteurs de l'orientation, situation de face à face avec nos bénéficiaires. C'est les méthodes iodées, intervention sur offre-demande, où on conduit les individus à multiplier les situations de travail, courtes certes, mais finalement les amenant à avoir un décloisonnement un peu cognitif des mondes des possibles, se confrontant à des conditions de travail singulières et du coup favorisant effectivement des prises de décision. Ça fait un petit moment qu'on parle de nouveaux métiers de type impresario de carrière qui pourraient à la fois agir sur l'environnement et sur l'individu, donc être réellement sur une interaction, une médiation, une intermédiation entre l'environnement et l'individu. Est-ce que tu as le sentiment que le conseil en évolution professionnelle pourrait aller dans ce sens? Ou est-ce qu'il faut... Quand tu parles de conseil en évolution professionnelle, je ne vais pas parler du dispositif institutionnel, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que je suis enregistré. C'est juste, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue entre qu'est-ce que je peux décider avant et qu'est-ce que je peux décider pendant. C'est la différence entre ce qu'on pourrait appeler un agir stratégique, c'est-à-dire j'agis en fonction de ce que je peux définir a priori compte tenu de ma ressource d'expérience et de ce que je mets en œuvre en même temps que je réfléchis.
ce qu'on appelle l'agir politique dans notre jargon, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des fois, il faut que je commence à faire quelque chose pour commencer à avoir une représentation un peu plus précise de ce qui me conviendrait. Donc ça veut dire qu'il y a de manière assez décisive aujourd'hui des questions de place de l'expérience dans la conscientisation et dans les processus de décision. Ce qui nous amène de plus en plus à déplacer les problématiques de décision plutôt dans des processus un peu itératifs, dans lesquels en gros on fait un peu le point des priorités qui sont les siennes, on met en place des stratégies éventuellement de visite, de confrontation, mais d'expériences singulières dans lesquelles les gens peuvent avoir autre chose que finalement des stéréotypes sociaux et des représentations sociales livresques ou académiques. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le poids de l'expérience dans les processus de décision qui est en jeu. Alors une fois qu'on a compris ça, on peut l'appliquer à peu près à toutes les situations de travail. C'est-à-dire que ça pose le problème de la construction des dispositifs aujourd'hui. Et vous l'avez bien compris, ça pose une question très simple autour de la place du projet professionnel dans les décisions. C'est-à-dire comment se construit un projet professionnel. Est-ce qu'il se construit d'abord ou est-ce qu'il est plutôt l'espèce de simultanéité magique, mystérieuse entre un sujet et une expérience et qui nous envoie aujourd'hui un message très fort. Est-ce qu'il faut augmenter la probabilité de faciliter cette rencontre ou est-ce qu'il faut réfléchir très longtemps pour être sûr qu'on ne se trompe pas? Je vous laisse la réponse, mais vous avez compris qu'à partir du moment où on va faire un choix sur plutôt que je ne sais pas ce que ça va donner, mais je suis dans une fonction de facilitateur d'expérience et mon rôle, c'est de faciliter la réflexivité et la prise de conscience de quelles leçons j'ai tirées de cette expérience-là, ça modifie radicalement les dispositifs. Et aujourd'hui, on a plein de dispositifs dans lesquels on va mêler des processus réflexifs, en gros réflexion intrinsèque, à des processus expérientiels. Ce qui est tenté aujourd'hui dans la garantie jeune, par exemple, dans un certain nombre de lieux, même si elle a tendance aujourd'hui à se procéduriser, je ne sais pas comment on dit, hein, mais c'est vraiment l'idée du poids de l'expérience dans les processus de décision. En gros, on fera... Pour faire des analogies européennes, on n'échappera pas à la question de la place de l'expérience dans la décision. Voilà. Et au fond, la plupart des processus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une des grandes certitudes qu'on a aujourd'hui, c'est que je vais d'autant plus aller dans des secteurs en tension que mon choix est réversible. Or, c'est la probabilité de ne pas pouvoir changer d'avis qui amplifie l'empêchement à des décisions sur des secteurs qui sont perçus comme méconnus, risqués, à faible valeur ajoutée perçue. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où je peux penser que c'est réversible, et donc comme on l'autorise, le principe de la liberté, ça va le faire. Alors, on a fait des petites expérimentations sur des situations de travail où on demande, où on joue sur le choix et sur le hasard. C'est-à-dire que vous êtes dans un dispositif où l'expérience que vous allez tenter est à la fois choisie et aussi aléatoire. C'est-à-dire en fait vous allez découvrir des champs professionnels qui ne vous sont pas imposés, mais que vous choisissez de manière aléatoire. Chaque personne du groupe allant visiter différents types d'activités de travail, avec l'idée que le hasard est incontestable. Donc je vous laisse penser à ça, voilà. Du désir, du hasard et de la nécessité. Ça pourrait finir comme ça. Donc bien sûr que la question de l'expérience est centrale et que si on ne permet pas l'expérience, on empêchera les décisions sur ce secteur-là, c'est évident. D'où ambassadeur, enfin voilà tout ce que vous avez dit, hein, c'est-à-dire facilité de l'expérience réversible, de toute façon ça marche tout le temps. Dès que tu veux que les gens soient sûrs, c'est plié. Une question tout là-haut. Thierry Berthet. Il en fallait une.
qui justement permettent des expériences variées, sont pas finalement une forme d'emploi qui peuvent satisfaire voilà, à la fois les jeunes qui sont pas trop décidés et qui manquent de ce retour de leur propre expérience. Voilà. En tout cas, je vous remercie de cette remarque et de cette question, parce qu'effectivement, on voit bien que localement, il y a il y a du déjà là en termes de dispositifs, d'instances, les groupements employeurs, ça me fait... j'y ai un peu travaillé à une époque et découvert que ça existait déjà depuis longtemps en fait comme dispositif et que c'était peu utilisé. Et donc en fait c'est pas une question de est-ce qu'on aurait les outils à disposition. Bien souvent on a pléthore de tout ce qu'il faut. C'est comment finalement on peut aller mobiliser à bon escient, c'est-à-dire de manière opportune, des dispositifs qui permettent en fait de réarticuler, de retrouver, de réarticuler des paramètres qui sont en fait en lien. C'est-à-dire que je pense par exemple à des emplois qui sont sur des horaires fragmentés, décalés ou saisonniers, etc. Les personnes, ce qu'elles nous racontent, c'est bah oui, mais moi ça me suffit pas. Voilà, je peux pas vivre avec, voyez, un demi-salaire, avec des horaires qui partent dans tous les sens. Donc effectivement, c'est comment compléter. Et le problème, c'est que si on demande aux individus d'être leurs propres agents de co-construction des dispositifs, c'est quand même beaucoup demandé en fait, et c'est quand même compliqué. Et il y aurait probablement à réfléchir, c'est pour ça que j'évoquais l'idée du territoire, c'est-à-dire en fait d'un espace, vous voyez, qui relie différents acteurs qui peuvent penser en fait ensemble des dispositifs, la mobilisation de dispositifs ou des solutions qui peuvent sembler ajustées à certaines situations. Voilà, moi ça fait écho à un exemple qu'on avait vu dans le monde agricole justement avec du travail saisonnier qui n'était pas la même saison parce que sinon ça marche pas, mais du coup qui permettait d'offrir, voyez, un emploi avec une certaine sécurisation et un certain taux enfin pratiquement un équivalent temps plein à des personnes justement au lieu de se renvoyer, voyez, et de faire des contrats précaires à chaque fois. Donc ça peut être un exemple tout à fait intéressant à investir dans certains cas, bien sûr. Merci. Thierry. Oui, bonjour, Thierry Berthet, une question pour André Chauvet et peut-être aussi pour Gérald Amaury. Bien sûr, je souscris complètement à cette vision de l'orientation comme une délibération entre le conseiller et l'individu. Mais ma question, c'est est-ce que ça passe pas aussi par une réflexion sur des logiques organisationnelles et sur le fait de devoir laisser des marges de manœuvre beaucoup plus considérables aux conseillers? Et donc ça interroge en quelque sorte les managers intermédiaires, les directeurs de structure et les politiques publiques en passant, parce que c'est ces conditions organisationnelles qui peut-être sont la clé pour permettre cette marge de manœuvre. Je ne pourrais pas répondre à cela. Les CIBC étant des prestataires parmi d'autres, lorsque on sera de nouveau de véritables outils au service du paritarisme, notamment des services publics, de l'orientation, et qu'on pourra agir sur une logique de service, non plus sur une logique de prestation. Voilà. Aujourd'hui, on est quand même soumis à des cahiers des charges extrêmement contraints. Et donc l'objectif pour nous, c'est quand même d'essayer d'apporter la parole directement ou indirectement auprès d'un certain nombre d'acteurs institutionnels pour réfléchir autrement, nous permettant d'avoir un espace autre vis-à-vis de l'individu, agir de manière différente, plus collaborative, amenant une réelle logique de service que l'on n'a pas aujourd'hui, qu'on n'a plus. Alors moi je peux parler librement et répondre librement à la question de Thierry, et c'est pour ça qu'il la pose, donc, puis comme je suis enregistré en plus. Ça veut dire que si on considère que si on est dans une délibération, il y a la question de la ressource et de la médiation de la ressource. Pour faire simple, la ressource aujourd'hui elle existe. Et elle sera de plus en plus accessible pour tout le monde. Donc ça veut dire que la nature même du service qui va rendre le professionnel est en train de changer. Donc ça veut dire que c'est de l'ordre de la délibération et plutôt de ce qui pourrait être non prédéterminable.
donc qui relève de ce que j'appelle moi la rencontre. Or, le risque qu'on a dans une modularisation, dans un découpage, dans un saucissonnage d'une logique de service, c'est qu'on prédétermine, avant d'avoir rencontré la personne, la nature du service qu'il est nécessaire de lui rendre. Au hasard, comme ça, tout à fait au hasard, mais 6 heures de portefeuille de compétences qui sont un module du bilan de compétences. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a défini par un professionnel qui a ses qualités et sa responsabilité, le fait qu'on savait déjà ce qui allait se passer. Donc ça veut dire que si on considère qu'au fond, l'enjeu, c'est des processus de conciliation permanents dans lesquels l'individu doit pouvoir statuer avec un professionnel qui n'a finalement pas d'enjeu, ce qui est important, c'est de définir en situation ce qui est, comme disaient les Chinois, à propos. C'est-à-dire qu'en fait, c'est faire ce qui convient en situation. Or, pour faire ce qui convient en situation, il faut redonner de la liberté et du jeu aux professionnels et à l'usager. On ne sortira pas de ça. Et tu le sais très bien, dans les problématiques publiques, on a la même question sur les problématiques de décrochage. Dès qu'on commence à vouloir contrôler et procédurer les processus d'accompagnement, on prédétermine des prototypes d'individus pour lesquels on prédétermine des prototypes de problèmes. Et on va même faire des prototypes d'individus avec pas du tout autonomes, un peu autonomes, très autonomes. Avec même des questionnaires qui vont nous évaluer le niveau d'autonomie des personnes. Ça me met en colère, ce type. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'enjeu politique, c'est d'être suffisamment compréhensif sur le fait que les enjeux d'efficience, ils sont conditionnés à la qualité des ressources et à l'accès aux ressources et à la confiance qu'on fait dans le professionnel pour qu'il puisse mobiliser ses ressources en situation. S'il n'y a pas d'espace de jeu, alors là je reprendrai Claude, s'il n'y a pas d'espace de jeu pour le professionnel, il n'y aura pas d'espace pour la personne en face. Donc on ne pourra pas hésiter, par exemple. C'est-à-dire que l'obsession de la validation empêche des jeunes cette idée folle qu'ils n'auraient pas le droit de ne pas savoir. Il faudrait savoir. L'hésitation est insupportable dans notre société. Donc le fait que le professionnel ne sache pas et que l'individu ne sache pas, il faut qu'à un moment donné, on ait l'espace professionnel pour laisser de la latitude par rapport à ça. Ce qui n'empêche ni le contrôle financier, ni le contrôle de tout ce qu'on veut, mais qui laisse un espace de liberté et de jeu aux professionnels. Et un des enjeux des politiques publiques aujourd'hui, je le sais comme moi, c'est le fait que les logiques de robotisation et de procédurisation, voire d'ubérisation potentielle de nos métiers, c'est le risque de la prédétermination a priori de prototypes d'individus qui seraient des prototypes de professionnels et des prototypes d'usagers. Et au fond, mon combat aujourd'hui, c'est de dire au fond, si on peut nous dupliquer avec des robots, voilà, c'est quoi notre travail? Et en fait, l'enjeu, c'est la rencontre et c'est le jeu. Pour moi, s'il n'y a pas ça, c'est un vrai risque social.